Bonjour chers amis internautes de Sunusight TV. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Mansour Sagna dans notre plateau. Bonjour Mansour. Bonjour Mahmoud. Oui, aujourd'hui nous allons discuter sur le thème la recrudescence des accidents au Sénégal et les nouvelles mesures. Je rappelle que vous êtes étudiant en Master 2 en audit et contrôle de gestion à l'Université virtuelle du Sénégal. Entre autres, vous êtes le président du club Leadership Développement Personnel et l'entrepreneuriat de l'ENO de Guédiawaye. Vous étiez un agent commercial terrain et actuellement vous êtes un agent administratif à l'UMAN, Institut de Management. Mansour, le Sénégal, donc un État de l'Afrique de l'Ouest, qui a une population de plus de 17 millions d'habitants et qui enregistre 700 cas d'accidents, bien sûr des accidents meurtriers, et que dans ce mois, le Sénégal a vécu donc, les heures les plus sombres de son histoire en ce qui concerne donc, les accidents. Le bilan est lourd et que le gouvernement du Sénégal a pris des mesures, 23 nouvelles mesures. Qu'en pensez-vous de cette situation? Bonjour Mahmoud. Je commence par saluer votre émission. Sunusight, c'est une scène qui est très intéressante et j'invite les étudiants à s'abonner, à donner le maximum d'attention à cette scène parce que c'est vraiment important. Ça vous instruit, mais aussi ça vous amène une culture générale très importante. Bon, vu que cette période était très sombre et très difficile pour nous tous, on a tous vu l'actualité qui s'est passée avec les accidents qui se reproduisent successivement. Et actuellement, on est en train de parler des mesures que l'État a prises, les 23 mesures. Moi, je dirais qu'avant de guérir, il faut prévenir. Il faut prévenir. Justement, avant de guérir, il faut prévenir. Oui. Ce qui nous renvoie à ces questions, quelles sont les principales causes de ces accidents? Bon, les causes sont nombreuses en fait et partagées. Parfois, on peut dire que les causes commencent par les routes mal construites, mais aussi par les chauffeurs, les usagers de la route, les transporteurs. Parfois, tu vois une voiture qui doit prendre 25 personnes ou bien 13, 14, il augmente les sièges. Il augmente les sièges et aussi augmente la capacité des marchandises. Alors que peut-être que la voiture ne doit prendre que 10 kg ou bien 25 kg, il augmente jusqu'à 75 ou 60. Alors que est-ce que les pneus pourront tenir cette capacité? Mais vous parlez de surcharge, vous parlez de facteurs humains, vous parlez de plusieurs choses. Mais est-ce qu'on peut résumer donc, à ces causes-là le fait qu'au Sénégal, il n'y a pas de bonne route? Ah oui, d'une part, on peut dire ça parce qu'on dit que le Sénégal est un pays en voie de l'émergence, d'où le concept Sénégal émergent. Donc, mais comparé à des pays développés où les routes sont bien construites, il y a par exemple des autoroutes, voilà. Mais au Sénégal, tel est le cas parce que vu le bilan du président de la République qui a construit donc plusieurs routes, mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de cause principale des accidents que les routes ne sont pas bien construites? Parlons de Dakar d'abord. Parce que les routes sont construites uniquement ici à Dakar, pour se dire la vérité. À part l'autoroute Touba-Dakar. Mais aller dans les villages, si on est dans les routes vers Tambacounda, Kédougou, vous allez voir la réalité qui est là-bas. Bon, je lance un appel parce que les chauffeurs sénégalais du moins, sont vraiment, parfois je compatis avec eux, je les encourage parce que c'est pas facile de conduire dans des routes mal construites. Qu'on se dise la vérité, mettons à leur place pour comprendre. Peut-être le bilan du président, il a construit l'autoroute à péage, il a construit l'autoroute et il a Touba, il a renouvelé beaucoup de routes à la fois, mais il y a des villages ou bien il y a certaines parties au Sénégal. Mais les voyageurs ne partent pas tout simplement à Thiès ou bien Dakar. Ah oui, il y a principalement, c'est basé donc les principales routes, les deux autoroutes. Mais en fait, le problème est que l'État concentre énormément d'efforts concentre énormément d'efforts dans la capitale. Alors que le Sénégal, ce n'est pas simplement Dakar. Il y a Kaolack, il y a Saint-Louis, il y a Diourbel, il y a Kédougou, entre autres. Il doit voir ou bien échanger avec les transporteurs pour voir qu'est-ce qu'il peut améliorer sur les routes.
Quelles sont les routes qu'il doit refaire? C'est Et ça dans ce la cas, question. qui est le responsable? Bon, ils sont partagés. Responsabilité partagée. Responsabilité partagée. L'État a une part de Partagée responsabilité entre qui? entre l'État et les usagers de route. Et les usagers. Oui. Mais un usager qui est un simple client, qui veut voyager et qui n'a aucun pouvoir concernant, par exemple, le fait de conduire une bonne voiture, etc. Mais est-ce que cette personne-là, on peut imputer sa responsabilité à ces faits-là? Bon, premièrement, il faut prendre en compte qu'il y a des conducteurs qui ne fassent pas les visites techniques, alors que c'est important. Mais est-ce que le conducteur est un usager? On peut le considérer d'une part, s'il est en train de voyager. Mais aussi, il peut ne pas être un usager, mais comme un conducteur qui conduit à son profit. C'est-à-dire qu'il cherche de profit, qui utilise sa voiture pour amener les clients en guise de réconfort, comme un entrepreneur en fait. On peut le considérer comme ça. Et en matière de responsabilité, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, je dis que les responsabilités sont partagées entre l'État et les transporteurs. Et les transporteurs. Oui. Bon, ensuite, il y a 23 nouvelles mesures. 2023, l'État a pris des mesures. 2017, il y en avait des mesures. Mais qu'est-ce qui a changé entre 2017 et 2023? Bon, on ne peut pas passer toutes ces années sans changement, ça c'est impossible. Mais chaque changement est provoqué par une cause, qu'on se dise la vérité. Parce que nous, nos gouvernements, au lieu de renouveler, au lieu de se projeter, durant 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ils se mettent à chercher, comme on dit, à chercher les moyens pour rester au pouvoir. Alors qu'en fait, quand vous êtes élu, vous êtes invité à réfléchir sur quel point il faut développer pour que le pays puisse avoir, comme on dit, les meilleurs moyens de développement. Mais en fait, le problème est que le développement se passe sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, regarder sur les routes, regarder les transporteurs, échanger avec eux. Donc moi, je dirais que les mesures qui ont été prises en 2010, en 2017 du moins, ils ont fait le suivi pendant quelques temps, mais après, il n'y en a plus de suivi. Après, en 2023, ils vont augmenter les mesures, allant jusqu'à 23 mesures. Mais ça paraît étonnant de voir en 2017 qu'il y en avait des mesures qui ne font aucune application jusqu'à ce jour et qu'arrivé en 2023, il y a de nouvelles mesures. Et pensez-vous que ces nouvelles mesures-là feront l'objet d'application? Ça me fait rire, vous savez quoi? Parce que nos gouvernements savent prendre des lois et des mesures, mais ils ne savent pas faire le suivi. Il n'y a pas de suivi pour vous en fait. Oui, il n'y a pas de suivi. S'il y avait des suivis, ces accidents ne vont pas avoir lieu, à l'exception de la volonté divine. Mais est-ce que vous parlez de la divinité? Nous sommes que des simples personnes. Mais est-ce qu'on a un contrôle sur ce qui va se passer, y compris les accidents? Bon, on ne peut pas écarter cela parce que nous sommes des musulmans. On accepte la volonté divine. Il y a un proverbe qui dit « L'homme propose, Dieu dispose ». Oui. Mais l'État ne peut faire que proposer. Et l'État a proposé. En fait, il y a une question qu'on doit mettre en place. Quand il s'agit des mesures, pourquoi donc l'État a pris des mesures? Il peut se dire que c'est Dieu qui va protéger les transporteurs, c'est Dieu qui va protéger les usagers. Donc, pourquoi insérer l'aspect de Dieu dans cette question? Parce que moi, je me dis que même si Dieu a sa volonté, mais nous aussi, de notre façon, à notre niveau, on peut changer la donne. Comment? Parce qu'il y a les mesures que l'État a prises récemment, mais il fallait déployer des hommes sur le terrain. Est-ce que vous avez une fois voyagé pour le Mais il y a des contrôles. Mais est-ce que vous avez une fois voyagé pour le garde? Les routes sont parsemées de barrages policiers. Mais est-ce que c'est suffisant? Je vous pose la question. C'est ça. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que si c'était suffisant, est-ce qu'on va compter ces morts de l'accident qui s'est récemment passé avec 45 morts? Mais après explication, on nous a dit que l'accident est lié à une défaillance technique
Ah oui? Parce que le pneu a éclaté et ce qui a peut-être provoqué l'accident. Il faut se poser la question. Là, cette bus qui a traversé des kilomètres avant d'arriver là-bas, est-ce qu'il n'a pas croisé des hommes de main, ou bien des policiers ou bien des gendarmes sur le chemin? Mais le policier n'est pas un technicien, le gendarme n'est pas un technicien. Mais attendez, mais il faut se poser la question. Pourquoi le pneu s'est écrasé comme ça? Il faut se poser la question. Mais c'est dû à une responsabilité donc, du chauffeur. D'une part? Non, pas d'une part. Attends, qui doit contrôler les voitures sur le chemin? Bon, mais est-ce qu'un policier, je vous pose la question, est-ce qu'un policier peut ou bien a les capacités de contrôler techniquement une voiture? Mais quand il voit que cette voiture est surchargée, il peut parler avec le chauffeur. Récemment, moi, il nous est arrivé quand on partait à Tuaon, il y avait des gens, les apprentis n'avaient pas de place, mais lorsqu'on nous a arrêtés, les gendarmes nous a dit que cette voiture a été surchargée. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il a écrit, je ne sais pas, il a écrit quelque chose au chauffeur. Après, il a pris, on a repris le chemin. D'accord. Donc, pour vous, les gendarmes, les policiers sont responsables donc, des accidents? Non, je ne globalise pas. Mais d'une part, la responsabilité est partagée, c'est ce que je dis. Parce que le conducteur, lui, c'est lui qui doit prendre en charge les usagers. C'est à lui de protéger les personnes qui sont dans sa voiture. C'est à lui de leur permettre le confort, mais aussi leur montrer que la sécurité est dans cette voiture et la manière aussi dont il conduit son bus aussi, c'est une manière de rassurer ceux qui sont dedans. D'accord. Et qu'en pensez-vous de l'application de ces mesures-là? Est-ce que vous pensez que l'État va appliquer sévèrement donc, ces mesures? Bon, il est invité à le faire. Mais comment Pour vous, comment l'État plus de vigilance sur le chemin, mais aussi de faire le contrôle des voitures s'ils ont effectué les visites techniques. Est-ce que l'État doit penser à la rigueur ou bien à la tolérance? À la rigueur. À la rigueur. Parce que c'est seulement ça qu'on doit mettre en place. Donc, formule tolérance zéro. D'accord. Et que après on va essayer d'interpréter donc les mesures, ou bien certaines mesures. On ne peut pas interpréter voilà, toutes les mesures. Absolument. Voilà, dans un document rendu public, l'État du Sénégal annonce plusieurs mesures. Et parmi ces mesures, on peut prendre l'interdiction de circuler des véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin. Massour, vous avez donc les goûts d'un juriste, peut-être publiciste. Donc, est-ce qu'un État a le droit ou bien a les capacités d'interdire aux citoyens de circuler? Bon, premièrement, je dis non. Parce que la circulation doit être libre. Bon, c'est un droit, je pense, fondamental. Moi, je dis que, par exemple, si l'État interdit la population ou bien les transporteurs de conduire les voitures allant de 5h jusqu'à, je ne sais pas, de 23h jusqu'à 5h du matin, je dis que là, il commence à montrer ses limites. Parce que je dis que, par exemple, ils doivent assurer le contrôle. Même si c'est à 23h, minuit, 1h, 3h, un voyageur peut voyager à tous les heures. Parce qu'on sait tous que les routes sont mal construites, je l'ai dit tout à l'heure. Et bon, le nombre de voitures qui voyagent chaque jour peut dépasser un nombre qu'on ne peut pas compter. Donc ça peut amener des circulations. S'ils disent que, par exemple, les voitures ne doivent circuler qu'à partir de 5h du matin, à 6h, bon, ça peut amener des circulations. Par exemple, quelqu'un qui doit amener des marchandises de Kaolack à Dakar, bon, sur la route, bon, ça peut amener des répercussions si ces produits, on ne sait pas. Donc vous craignez l'embouteillage en fait? Absolument ça. On doit prendre ça en compte. Mais puisque nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc il y a les accidents, il va falloir que dans un certain temps, l'État prenne des mesures et que notre État a pris des mesures. Est-ce que ces mesures-là sont nécessaires? Bon, d'une part, oui. L'interdiction, est-ce qu'elle est nécessaire à ce stade-là?
Non, je ne pense pas que c'est nécessaire. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je dis tout le temps que vous voyez la Chine, comment elle est développée. Tout le développement se base sur l'aspect de la communication et de l'éducation. Parce que je pense que... Mais qu'est-ce que la communication a ce qu'on appelle à voir sur le transport? Mais en fait, dans chaque milieu, il faudrait de la communication. Parce qu'en ce moment, on parle de l'État et des conducteurs. Ils ont même commencé les grèves, vous l'avez vu récemment. Oui. Parce que ces mesures-là ne correspondent pas à leurs attentes. On y reviendra sur le fait que l'État a pris ses décisions à l'encontre des transports. D'accord. Je dirais que ce n'est pas l'heure qui détermine, ce n'est pas l'heure qui cause les accidents. Ce n'est pas la nuit ni le jour. Mais il faudrait se poser la question, qu'est-ce qui les provoque? D'abord, les routes ne sont pas, il n'y a pas de barrage sur les routes. Les animaux peuvent se promener sur les routes, entre autres. Donc ça, il faut y poser des questions. On dirait que le deuxième accident, c'est lié à un évitement d'un animal. Donc il faut qu'on se pose des questions sur ça. Mais d'abord, pourquoi j'insiste sur les contrôles techniques? Parce que c'est important. On ne peut pas laisser une voiture qui a des défaillances techniques de se promener ou bien de faire le voyage comme il le souhaite, comme ça. Alors qu'il y a des êtres humains dedans. Donc moi je dirais que l'État doit prendre les mesures nécessaires sur les voitures, les visites techniques, l'assurance entre autres, au lieu de les interdire de se déplacer librement à n'importe quelle heure. Donc vous préconisez à ce que l'État n'interdit pas la circulation entre 23h et 5h du matin, mais que l'État renforce donc le contrôle. Absolument. Voilà. On va passer à l'interdiction de l'importation des pneus usagés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec l'État. Mais Mansour, vous voyez que le Sénégal, il n'y a pas d'usine, du moins, qui fabrique donc des pneus. Mais un transporteur qui n'a pas les moyens d'acheter donc de nouveaux pneus, est-ce qu'il a les moyens d'acheter donc Bon, une bonne question. Si je dis que je suis d'accord avec cette mesure, d'une part, c'est-à-dire qu'il va leur faciliter l'achat des pneus. En leur subventionnant. Voilà, c'est ça, en leur subventionnant. Mais aussi, lors des visites techniques, s'il y a une voiture qui a une défaillance au niveau des pneus, leur faire un achat à crédit. Ok. Ensuite, autre mesure, la limitation de vitesse à 90 km/h. Moi, en tout cas, en ce qui concerne les vitesses, je dis qu'il y a ce qu'on appelle les codes de la route. Donc, moi, je dirais que ça, c'est une mesure qui ne devait même pas se mettre sur la table. Parce que si les chauffeurs avaient appris à la base les codes de la route, et ils sauront qu'à chaque tableau, ou bien à chaque surface, ou bien sur la route, à nos niveaux, ils sauront que c'est à cette vitesse qu'ils vont parcourir. Donc moi je dirais que l'État ne doit même pas se fatiguer sur cette question. Mais c'est juste que je comprends pourquoi ils ont pris cette mesure. C'est juste pour limiter ou bien montrer aux chauffeurs que s'ils ne prennent pas leur responsabilité de respecter les êtres humains dont ils transportent, eux ils feront le nécessaire pour leur imposer ce respect. D'accord. Vous demandez à ce qu'il y ait des indications donc, au niveau des routes. Bien sûr, mais s'il y en a aussi, il y a certains qui ne le respectent pas. Parce qu'on le sait tous, les permis au Sénégal. Mais peut-être c'est une bonne mesure, le fait d'imposer ce qu'on appelle un plombage sur les véhicules de transport public. Oui, à ce que ces véhicules ne dépassent pas donc, la limite imposée. Absolument, c'est une bonne mesure. Voilà. Mais d'une part, moi je dirais que ce n'était même pas la peine de le faire. C'est juste que nous qui devons prendre en conscience qu'on est des êtres humains, on doit prendre l'aspect de la discipline et entre autres, c'est-à-dire respecter les êtres humains dont on transporte. Ok, la durée d'exploitation. 10 ans pour les véhicules donc, de transport public, 15 ans pour les véhicules de marchandises. Ça, c'est une question. Le Sénégal, un pays sous-développé. Ça, c'est une question que vous voyez, par exemple, des véhicules qui ont fait plus de 50 ans. Est-ce que l'État a raison donc, de prendre cette nouvelle mesure?
Bon, il faut juste revoir la politique d'importation des voitures. Parce qu'on sait tous qu'à l'étranger, ici au Sénégal, on importe des voitures parfois qui ont été conduites à l'étranger pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Non, mais il y a la règle moins de 5 ans. Oui, écoute, moins de 5 ans, d'accord. Mais parlons d'abord sur les Ndiaga Ndiaye. Les Ndiaga Ndiaye, les cas rapides, on m'a dit que ça dépasse ma licence. Parce que je suis venu au C'était avant les indépendances. Oui, absolument. Il faut d'abord poser la question, comment renouveler les voitures de transport, mais aussi le comment et instaurer aussi une politique d'échange sans que les investisseurs, c'est-à-dire les entrepreneurs sénégalais, aient de la peine pour en avoir en fait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépenser des millions pour changer de voiture, mais le faire de manière progressive, c'est-à-dire à crédit, leur proposer une autre voiture plus moderne et plus sécurisée. C'est-à-dire le renouvellement du voilà, de surtout ce secteur, c'est très important parce que les Ndiaga Ndiaye, moi il m'est arrivé de monter dans un Ndiaga Ndiaye qui n'avait pas de frein. Voilà, je te jure. Ce jour-là, ils n'avaient même pas peur parce qu'on était sur l'autoroute à péage. Imaginez si il y avait un accident, comment on va faire? Voilà. Bon, après on va revenir sur la transformation, l'augmentation des places et la suppression donc, des porte-bagages. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que l'État doit imposer une procédure pour la transformation et qu'on interdit donc l'augmentation des places? Oui, l'augmentation des places, je suis d'accord sur cette politique, sur cette introduction parce que c'est important. Ceci, on a mis dans une voiture 50 places, c'est parce que cette voiture ne peut pas transporter plus de 50 places, on se dit la vérité. Effectivement. Mais aussi au Sénégal, on priorise trop l'argent. De ce fait, s'il y a un peu d'espace dans la voiture, les transporteurs vont y ajouter des places. Est-ce que vous êtes d'accord avec la suppression donc, des porte-bagages? Bon, il y a ce qu'on appelle limitation des marchandises. Effectivement. Limitation des... Donc vous demandez à ce que l'État impose ce qu'on appelle une gabarit? Oui, absolument. Au lieu de supprimer, mais il fallait contrôler à ce que les voitures savent limiter le nombre de bagages qu'ils vont mettre dans la voiture. Donc pour qu'il n'y ait pas de débordement. De débordement, Oui, effectivement. Oui, d'accord. Ensuite, le contrôle technique. Ça, je vais en parler parce que moi, je ne peux pas concevoir une voiture qui n'a pas de frein, circule librement dans les routes comme ça. Mais est-ce que cette voiture a fait une contrôle technique normale? Est-ce que ça, c'est acceptable? Le contrôle, mais attendez, parce qu'ici, on n'a rien changé, sauf que le ministre ou bien l'État demande à ce que tous les véhicules puissent venir à Dakar passer leur contrôle technique. Mais est-ce que cette contrôle se fait normalement? C'est cette question que je me pose. Je n'ai pas de sources claires là-dessus, mais moi, en tout cas, je me pose cette question. Est-ce que ces contrôles techniques se font légalement? Se fait légalement. Ah, peut-être. C'est la responsabilité de l'État en tout cas. En tout cas, parce que si les voitures qui ne disposent pas d'une technique importante, d'une technique très, je ne sais pas, si les voitures ne disposent pas, par exemple, les capacités de circuler normalement, qui ont une défaillance technique, ne doivent pas circuler. Donc si je les vois en train de circuler, je me dis, pourquoi? Mais est-ce qu'ils ont fait cette visite comme il fallait? Okay. Alors qu'ils croisent les gendarmes, les polices dans les routes. Okay. L'autre mesure aussi, peut-être cette mesure nous renvoie à faire une analyse sur le fait qu'en 2017, il y avait ce qu'on appelle des mesures concernant l'âge minimum pour acquérir ce qu'on appelle le permis poids lourd chez les jeunes. Voilà. Non. En 2017, c'était 25 ans. 25 ans, oui. Voilà, concernant le transport public et transport de marchandises, 23 ans. Mais à cette année-là, on a dit 30 ans. Mais pourquoi ce changement? Moi, je dis que tout le temps, ce n'est pas l'âge qui importe. Parce que la maturité ne dépend pas de l'âge. Mais aussi, on ne peut pas confier donc, à un véhicule qui peut-être transporte des milliers de personnes, ou bien plusieurs personnes, à ce qu'on appelle des jeunes. Ah, mais ça, ce n'est pas un problème. Moi, je me dis que ce n'est pas la jeunesse qui pose problème. Ce n'est pas cette question qu'on... Qu'est-ce qui pose problème? La question du problème, c'est l'éducation. Mais est-ce que cette jeune-là est éduquée? Ouais, c'est ça la question.
Mais même pas les vieux, même pas les jeunes. Vous voyez des vieux qui transportent. Mais peut-être je vous pose une question. Peut-être vous êtes un vieux, vous êtes père de famille, vous avez vos enfants, votre femme, etc. Vous ne pouvez pas se lancer, ce qu'on appelle, à des choses risquées. Mais si par exemple un jeune qui n'a ni femme ni enfant, on lui confie par exemple une voiture de transport public, seul Dieu sait qu'est-ce qui peut lui arriver. Mais vous devez vous poser la question d'abord, est-ce que cette jeune est un être vivant? Mais nous sommes tous des êtres vivants. Ah d'accord, il respire comme nous, donc il ne peut pas sacrifier sa vie comme il veut. Mais il y a des personnes qui ne pensent pas à ça. Mais ça ne dépend pas de l'âge, ça ne dépend pas de l'âge en fait. Donc pour vous, l'État n'a pas raison donc de prendre cette mesure-là. Non, dire n'a pas raison, c'est très catégorique, mais il fallait revoir peut-être la politique de la formation, en fait. Voilà, et de la formation des transporteurs. Effectivement. Parce que c'est important de leur éduquer sur l'aspect humain en fait. Comment conduire, comment prendre en charge les usagers, comment prendre en compte. Mais êtes-vous d'accord que l'État sur le fait que l'État a pris donc ces mesures-là sans consulter les transporteurs? Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. D'accord. Parce qu'on ne peut pas prendre une mesure sur les transporteurs sans pour autant les consulter. Et la grève, c'était nécessaire? Non, je ne dis pas que c'était nécessaire, mais il fallait eux aussi faire des appels à l'État pour voir comment s'asseoir sur une table, régler les problèmes, discuter sur les mesures, ce qui peuvent allerger, ce qui l'État peut régler ou bien songer, de telle sorte que nous, on peut circuler, on peut prendre les voitures sans problème. Parce que si les voitures décident de faire des grèves, il y a des milliards qui se perdent. Ok. Donc il y a des milliards qui se perdent si les voitures décident si les transporteurs décident d'aller en grève. Tels sont vos propos. Donc Mansour, nous sommes au terme de cette émission. Je vous demande de donner votre dernier mot. Bon, je dirais que merci à Mahmoud, merci à l'équipe technique qui est là présent et dans tout le début de l'émission. Je commence aussi par saluer votre engagement et l'engagement de cette scène via notre communauté. Parce que vous êtes là pour la communauté. Vous êtes là pour le changement des aptitudes. Vous êtes là pour le changement et pour l'émergence du Sénégal. Mais aussi, vous êtes là pour les étudiants et les apprenants. Et c'est important parce que c'est l'éducation qui est la base de toutes choses. Actuellement, si on parle de la crise des valeurs, c'est parce que les médias ne nous montrent pas la vraie réalité. Et vous faites le nécessaire pour nous montrer ce qui se passe dans la société. Et je vous félicite et je vous encourage sur ça. Et je salue aussi tous les étudiants. Et je leur dis par ma voix que le temps est là, rendez-vous au sommet, donnez-vous la peine de sortir de votre zone de confort et soyez prêts parce que le combat est là. Le combat, c'est comment développer le Sénégal, comment changer les attitudes. Et merci beaucoup pour l'invitation. Ok, merci beaucoup vous aussi Mansour d'avoir répondu donc à l'invitation. Je vous rappelle que c'était une émission qui s'appelle Parole à l'étudiant et que Parole à l'étudiant est une vitrine donc pour les étudiants. Voilà, ça permet donc aux étudiants de communiquer aux Sénégalais, à un public pour leur montrer que voilà, nous les étudiants, nous avons donc nos mots à dire à tout ce qui se passe donc dans ce pays-là. C'était aussi un honneur de discuter avec vous sur le thème portant la recrudescence des accidents au Sénégal et les nouvelles mesures. Et je rappelle, vous êtes Serigne Mansour Sagna, étudiant en Master 2 en audit et contrôle des gestions à l'Université virtuelle du Sénégal. Entre autres, vous êtes le président du club leadership développement personnel d'entrepreneuriat de l'ENO de Guédiawaye. Vous étiez un agent commercial de terrain et actuellement vous êtes un agent administratif à Limon. Et c'était un plaisir vraiment donc de vous recevoir à notre plateau. Nous vous demandons de rester là et d'aller abonner donc pour suivre plus de vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.